adorable. Et vous allez voir comment Yves Tréhard fait de l'appel du pied pour le Rassemblement National, le nouveau truc qui a remplacé le Front National. D'abord, ce mec-là, on voit bien qu'il est directeur adjoint à la rédaction du Figaro. Mais en fait, pour qui il bosse, en réalité? On va voir tout de suite. Vous connaissez pas ce truc-là? Tapez à qui appartient les médias sur Internet. Donc, qu'est-ce qu'on regarde? On va chercher le Figaro ici en haut à gauche, là. Donc, on descend. Ah! Groupe d'assaut! Famille d'assaut. C'est pas eux qui ont financé en partie la campagne de Macron dans la presse. Donc là, ils s'aperçoivent que la Miss Cuicui, elle a vraiment s'est bananée lors du débat sur France Télévisions. Donc aujourd'hui, ils envoient les journalistes de C'est dans l'air à la rescousse. Il faut absolument que les gens qui ont envie d'aller voter Asselineau aillent voter Rassemblement National. Vous allez voir pourquoi je dis ça. On écoute en détail. Par exemple, M. Asselineau, et il l'a laissé entendre hier, il veut qu'on rétablisse les frontières, il veut sortir de l'Europe, l'Europe, Union Européenne, mais il veut ouvrir les frontières à l'immigration maghrébine, par exemple. Mais il veut ouvrir les frontières à l'immigration maghrébine, par exemple. Partez! S'il vous plaît, partez avant que c'était pour dire la France! Partez! Dégage! C'est une femme arabe qui te parle! Ça, c'est dans son programme. Parce qu'il pense que... Stop! Là, comment Yves Tréhard fait appel au Rassemblement National pour tous les gens qui veulent voter François Asselineau? N'allez pas voter Asselineau, hein! Il va ramener tous les mecs du Maghreb en France. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, nous? Eh bien, on va les vérifier sur le programme d'Asselineau. Sur la page du site de l'UPR, hein, vous avez au milieu l'encart programme. Vous cliquez dessus, on descend. Ah, vous avez bien entendu, hein? Mais il veut ouvrir les frontières à l'immigration maghrébine, par exemple. Partez! Monsieur Asselineau, il va ramener les Arabes en France, hein? Il va pas les arrêter à Poitiers, hein? Il va ouvrir les portes. Donc, selon Yves... comment il s'appelle déjà, celui-là? Yves Tréhard. Donc, si on ne sait pas qui travaille pour le Rassemblement National et Macron, eh bien, c'est que vous êtes vraiment à côté de la plaque. J'ai cherché et j'ai trouvé dans le programme législatif, dans la rubrique « Renouer avec l'universalisme français pour mieux vivre ensemble », il y a un passage qui figure, c'est « Refuser la stigmatisation des Français d'origine arabe ». Rien à voir avec les ouvertures de frontières et « venez tous à la maison », c'est pas ça. Ensuite, j'ai retrouvé un autre article légèrement plus bas. Alors là, ça s'appelle la francophonie. Donc, c'est-à-dire que monsieur Asselineau veut établir un concept de francophonie au niveau de la Méditerranée. Qu'est-ce qu'on trouve dans la rubrique francophonie? Je vous laisserai lire en détail, je ne vais pas vous embêter avec tout le texte, je vais lire simplement une phrase. L'UPR fait de la francophonie, dans son programme politique, un concept majeur où la coopération politique, économique, sociale et culturelle tient une place éminente. Donc, rien à voir avec... Par exemple, M. Asselineau, et il l'a laissé entendre hier, il veut qu'on rétablisse les frontières, il veut sortir de l'Europe, l'Europe, Union Européenne, mais il veut ouvrir les frontières à l'immigration maghrébine, par exemple. Partez! Vous voyez là? Là, c'est vraiment un message insidieux pour éviter aux gens qui avaient envie d'aller voter l'UPR, eh bien, de se diriger vers le Rassemblement National. Nous lui répondons, on arrive, vive l'Europe, la vraie, et vive les quenelles. Là, c'est de la manipulation de la plèbe. Une chose est à savoir sur l'UPR, c'est que François Asselineau favorise franchement et grandement l'espace de francophonie, mais cela depuis la création de son parti politique. Je suis aux côtés du député de la France Insoumise, François Ruffin. Bonjour, la semaine dernière, vous m'expliquez, vous étiez à Paris. Et là, cette semaine, vous avez décidé de venir ici, dans votre département, pour soutenir ici les Gilets jaunes. Ils sont à peu près une cinquantaine autour de vous. Ouais, je suis à Ville d'Albert et donc il y a 50 personnes. Non mais je pense que venir voir
des gens qui sont courageux parce qu'ils ont les deux pieds dans la gadoue, sous la flotte, et ils tiennent leur rond-point, ils font passer un message. Là, ils font signer une pétition qui est carrément pour la destitution d'Emmanuel Macron, en référence à l'article 68 et au remaniement du gouvernement. Ça donne une température du climat politique. Vous soutenez cette pétition? Non, je l'ai pas signé personnellement, mais non, je l'ai pas signé personnellement, mais je veux dire, voilà où on en est. Voilà où on en est. C'est le sentiment qu'on a un président qui est complètement... Il y a là-dedans des choses qui ne sont pas claires sur ces questions. C'est une petite polémique que je lance, mais qui est juste. Monsieur Mélenchon et la France Insoumise ont en permanence voté contre l'intérêt des Français au Parlement européen. C'est quand même important au moment où les Français vont se décider. Ceux qui seront élus sont ceux qui passeront à la télé. Et regardez, vous voyez bien qu'à la télé, c'est Macron et Le Pen qui passent. Donc vous allez avoir le choix entre pas de changement et pas de changement. Ça fait 2 ans que l'UPR, sur l'ensemble des chaînes de France Télévisions, de l'ensemble de l'audiovisuel public, a eu droit à 0 heure, 0 minute, 0 seconde en piétinant tout simplement les principes de pluralisme politique. Et c'est tellement vrai qu'on a saisi le CSA qui nous a donné raison. Le nouveau président du CSA, M. Roch-Olivier Maistre, a indiqué qu'il fallait maintenant que France Télévisions nous donne la parole. C'est-à-dire que l'on demande à 337 000 Français de payer la redevance télévisuelle et d'avoir comme service le blacklisting complet de leurs candidats. Tout ça n'est pas normal. Et d'ailleurs, je trouve que les membres du comité d'éthique de France Télévisions ont gravement failli à leur tâche. Ils devraient avoir la décence de démissionner, puisque la justice vient de montrer qu'ils sont encore plus proches de la France Télévisions que nous l'avions prévu. Alors cette décision du tribunal administratif est une première, je crois, dans ce genre de débat. C'est une atteinte grave à la liberté de France Télévisions de censurer l'expression du suffrage universel. Je crois même me rappeler que M. Macron avait critiqué la réélection de Maduro au Venezuela au motif que ses concurrents n'avaient pas eu le même temps de parole. Nous, il s'agissait tout simplement de faire comme si nous n'existions pas. C'est d'autant plus grave, je dirais même presque criminel, que nous sommes en ce moment dans une pleine crise de régime avec les Gilets jaunes. Regardez-la en face et vous verrez que vous n'avez pas le choix, celui de choisir de laisser un peu plus de place à chaque élection aux nationalistes, à ceux qui détestent l'Europe. Et dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ils seront là. Nous les avons déjà vu gagner, ici, où vous avez le choix de prendre vos responsabilités, partout, et de vouloir cette Europe, en prenant tous les risques, chacun dans nos pays. Alors cette ambition, nous devons la porter maintenant, parce que c'est ce temps-là qui est venu. Je vous le promets, nous réussirons. C'est un clip qui correspond totalement à la vision que veut faire passer Emmanuel Macron de l'Europe. Sur l'immigration, on a une musique dramatisante, on a des images qui montrent des réfugiés qui arrivent,
Donc clairement, on s'adresse aux électeurs d'extrême droite, on utilise des images qui leur font peur, avec une musique qui fait peur, et on leur dit ce message qui se veut rassurant, l'Europe va vous protéger. Un incontournable dans les campagnes européennes, c'est la thématique écologique. En général, comme ce sont des élections à la proportionnelle, c'est un grand moment pour les écologistes. Donc là, on vise aussi à les mobiliser en disant, si vous votez pour l'Europe, vous votez pour la maîtrise du climat. Donc on est vraiment dans un clip qui dit toutes les menaces et qui dit que l'Europe va protéger contre les menaces. Troisième grande menace après l'immigration et le climat dans l'esprit des électeurs, en tout cas du point de vue de Macron, c'est l'extrême droite qui pourrait diviser l'Europe, c'est le retour de la dictature, c'est, comme le dit Macron en ce moment, le retour du fascisme. Donc là, c'est adressé dans le clip où on voit clairement, on cible Orban, Salvini comme étant les incarnations du mal, l'arrivée du populisme sur le continent et la mainmise d'une peste brune qui revient. Donc on est totalement dans le schéma macroniste. Quatrième thème qui est indispensable, c'est l'emploi et l'économie. Pourquoi ? Parce que majoritairement les Français se décident quand même en politique par rapport à des problématiques économiques. Et donc on ne peut pas ne pas le mettre. Alors c'est traité un peu entre la poire et le fromage. C'est pas spécialement mis en avant, mais ça fait partie des 4 grands thèmes. Donc c'est un clip qui au fond tranche vraiment avec tout ce qui s'est fait précédemment. C'est très offensif. C'est aussi très anxiogène. Et le message, c'est l'Europe va vous protéger. L'Europe nous rassemble, et tout ce qui est en dehors de l'Europe, c'est le chaos, c'est la terreur, c'est la fin finalement de tout ce qu'on connaît. Nathalie Loiseau. Vous n'êtes pas un homme. Ah non, non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence ? Le droit à l'éducation sexuelle, c'est avant tout le droit qu'a votre enfant, une fois son identité la plus intime brisée, à même se revendiquer un jour d'une autre couleur de peau. Non mais c'est intéressant qu'on interroge tous nos propres stéréotypes autour de la table, parce que sans même m'avoir posé la question, vous supposez que je suis un homme, seulement par mon apparence, vous estimez que je suis blanc. That's nonsense. The transgender suicide rate is 40%. It is 40%. The normal suicide rate across the United States is 4%. The suicide rate in the transgender community is 40%. The idea that 36% more transgender people are committing suicide because people are mean to them is ridiculous. En référence aux textes internationaux de l'Organisation mondiale de la santé, cette éducation à la sexualité doit commencer entre 0 et 4 ans. Et l'on doit expliquer aux enfants de cet âge ce qu'est la masturbation infantile précoce et leur proposer de jouer au docteur. Une société amorale dont avaient rêvé Aleister Crowley, Anton LaVey, Alfred Kinsey et bien d'autres. Et pour en revenir à la pédophilie, il est bien évident qu'il fallait se débarrasser des lois réprimant cette déviance sexuelle. C'est ainsi que, grâce encore à notre secrétaire d'État chargée de l'égalité homme-femme, Marlène Schiappa, qui a profité que vous ayez le dos tourné pour en faire plutôt une préférence sexuelle. En d'autres termes, si demain vos enfants se font violer par un adulte, ils devront prouver au barreau et en présence de leur violeur qu'ils n'étaient pas consentants, quel que soit leur âge. Et si votre enfant, pendant qu'il était en train de se faire sodomiser, n'a pas réagi, il connaîtra le problème que beaucoup de femmes vivent après un viol, celui d'être culpabilisé parce qu'il ne s'est pas débattu. Ben oui, il a été éduqué sexuellement. Hein? Why didn't you report the rape in the first case if there was evidence? It's a big problem. And if there wasn't evidence, does that mean you didn't fight back? Why not? We see it the whole time. You ladies do make our job rather difficult. What are you thinking, Lawrence? Shall I tell you what's going on in your head biologically?
There's a part of your brain, the amygdala, is telling you to do whatever you need to do to survive. It's like a siren, survive, survive. So loud, in fact, it's drowning out your cerebral cortex, your logical brain. Your cortex knows, I'm not going to cut your throat, why would I do that? My family's in enough trouble as it is. But the amygdala, it's pure instinct. It feels the damage this can do. It's no bigger than a peanut. You're taken by surprise, afraid for your life. We're programmed to do whatever will ensure our survival. And sometimes that's nothing. I think you've made your point. Parce que quand on regarde bien, les casiers judiciaires, ça ne les empêche pas d'être élus. Ah non, ça c'est sûr. La pédocriminalité, c'est pas grave, c'est puni par la loi, mais ils font pas de prison. Ils ont le droit, c'est pas grave. Depuis 13 ans, ils ont le droit. Où vous avez vu ça? Où vous avez vu ça? Ah bah il y a 4 personnes dont les noms sont assez connus qui se permettent de sortir des phrases. Par exemple, une petite fille de 5 ans qui vous ouvre la braguette, c'est un moment magique. Non, ce genre de choses. Ce à quoi vous faites allusion n'a certainement pas été dit de. Ah si, ça a été sur des plateaux de télé. Ça a été, non, pas spécialement la semaine dernière, mais il n'y a pas besoin de. Non, je suis pas en train de dénoncer quelque chose qui se passe de la semaine dernière. Là, ce Voilà. qu'on dénonce, c'est pas non plus. Donc, ce mouvement est là aussi. D'autres époques avec d'autres références. Des gens qui sont. Et les choses ne disaient pas la les même chose. tuyaux, Ne voulaient pas forcément dire la même chose. Vous savez que la sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans, 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, oula, c'est fantastique. C'est fantastique parce que c'est un jeu absolument érotico-maniaque. La sexualité d'un gosse. Ne voulait pas forcément dire la même chose. Attendez, j'attends que la dame s'en aille. Ah d'accord. Bonjour monsieur Code-Bézit. Alors voilà, moi je viens vous voir, je viens vous donner ça. J'ai écouté attentivement votre discours, je voulais savoir ce que vous pensez de la pédophilie, personnellement. Je suis contre. Vous êtes contre? Ouais. Parce que j'ai entendu pas mal de discours de ça, on en parlera après. D'accord, ok, ça marche, je vous vois après. À tout de suite. Oui. Ah oui, il va partir. Il est contre. Comme nous alors, ça va. C'est bien alors. Je vous ai réglé un Ok. Merci. Donc le grand bazar. Vous laissez passer les gens. Ça vous dérange pas le grand bazar? Non mais écoutez, vous allez là-bas, je viendrai après vous voir. Donc, non monsieur, est-ce que vous pouvez me foutre la paix? Non, moi je suis un rebelle, je suis comme vous. Bon bah alors, continuez, d'accord. Ont invité un ancien négationniste en la personne de monsieur Cohn-Bendit, Gabriel, et un ancien pédophile en la personne de monsieur Danny Cohn-Bendit. Et personne ne trouve ça dérangeant, apparemment. Donc je vous félicite. Et la gauche, bravo. Il n'y a pas un seul homme politique de droite invité. Ça vous choque? Ah d'accord. Alors, ça vous choque ou pas? Rien ne me choque. Rien ne vous choque? Non. Enseignant. C'est bien ça le problème. Merci. Pauvre conne. Permettez Daniel, je vous appelle quoi? N'oubliez pas les enfants, demain après-midi, vous aurez le cours d'éducation sexuelle. Je compte sur vous pour être tous bien attentifs. Non, pas le cours d'éducation sexuelle. Oh, même pas peur, qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est toujours mieux que les maths, hein. Ouais, mais les grands, ils ont dit que tous les élèves doivent se mettre tout nus et tous, hein. On est alignés et les filles, elles voient nos zizi, elles se moquent de nous, en fait. Oh non! Oh, tout nu? Mais c'est bien content, j'irai pas à leur cours d'obsédé de zizi sexuel. Comme si on avait le choix. Il y a un terreau, après tu vas avoir 0. Oh, une interro sur le zizi sexuel. Autour du pénis, ça s'appelle le pubis. Son pénis s'est mis à grandir et rapetisser, et puis quelque chose de gluant en est sorti. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je crois que c'est du pipi. Alors, tu penses que c'est du pipi. Qu'est-ce que vous en pensez, les autres? Je pense que c'est du sperme. Et est-ce que quelqu'un sait comment ça s'appelle quand, justement, ce truc gluant qui s'appelle le sperme, comme on l'a dit, comment ça s'appelle quand il sort du pénis?
Ça s'appelle la pédophilie. Diffusion d'images pédopornographiques. La pédocriminalité. Connotation douteuse, voire pédophile. Grande plaidoirie pédophile. Je vous en prie, le sexe avec les enfants, je vous en prie. La France est l'Eldorado des pédophiles. Ce programme est imposé par les instances européennes et il est obligatoire. En France, aucun parent ne peut y soustraire son enfant. Événement gras, je fais le relais de cette information, ce qui concerne une petite fille de 9 ans qui s'appelle Lily Rose. A priori, j'ai recoupé quelques informations, c'est paru sur Marie-Claire. Et cette affaire est prise au sérieux car elle a été relayée par la police nationale, comme vous pouvez le voir dans ce tweet. Elle a eu des violences, des abus sexuels de la part du père. Et il y a une vidéo qui traîne sur le web. Et avant de vous la lancer, je voulais remémorer quelques infos concernant cette affaire. Et je suis allé voir, comme n'importe qui aurait pu le faire, ces informations. Je suis tombé sur la déclaration du procureur de la République qui a été interviewé à l'issue de ces affaires. On va écouter ce qu'il a à dire. Il y a eu effectivement une plainte qui a été déposée maintenant il y a de nombreuses années à l'encontre du père pour de tels faits d'attouchement. Simplement, ces faits ont fait l'objet d'un classement sans suite qui n'a pas été contesté par qui que ce soit. Que depuis une ordonnance de juillet 2015, il y a une décision du juge d'affaires familiales qui a décidé que, en l'occurrence, l'enfant devait être placé chez la maman, mais avec un droit de visite et d'hébergement classique chez le père. Que depuis cette époque-là, ce droit n'est pas respecté, de sorte que d'ailleurs la mère a été condamnée pour ces faits de non-représentation d'enfants. Et en l'occurrence, il s'est avéré que lorsque le père a voulu une nouvelle fois exercer ce droit de visite, il n'en a pas eu immédiatement la possibilité, de sorte que, en l'occurrence, après un avis médical constatant qu'il n'y avait aucune raison que ce droit de visite et d'hébergement ne soit pas respecté, il a été décidé de mettre à exécution la décision du juge des affaires familiales de 2015. Cette affaire reflète très bien ce qui se passe aujourd'hui au niveau politique en France. C'est-à-dire que dans un cas, nous avons une petite fille qui est abusée sexuellement, mais les juges veulent remettre entre les mains du père qui est, entre guillemets, accusé d'attouchement sexuel vis-à-vis de sa petite fille. Et nous, d'un autre côté, citoyens, vis-à-vis de Macron, on n'en veut plus, mais on est obligé, enfin, on nous dit qu'on est obligé de se le coltiner jusqu'à la fin, alors qu'on sait très bien qu'on peut le destituer. Je vous le dis tout de suite, hein, âme sensible, s'abstenir. Je vais arrêter ici l'enregistrement. À vous de voir si vous devez partager cette vidéo, c'est vous qui décidez. Si on peut aider cet enfant, eh bien moi je le fais par le biais de cette rediffusion. Quelque part, même s'il y a une décision de justice, quand on voit une gamine s'exprimer de cette manière aussi virulente pour ne pas retourner avec le parent concerné, je pense qu'il ne faut absolument pas qu'elle retourne avec ce parent, quelles qu'en soient les conditions de justice qui ont été données.
Emmanuel Macron a été élu grâce aux francs-maçons, à la franc-maçonnerie. Je parle de la franc-maçonnerie parce que y a des unes comme Challenge qui en parlent. Hein. La franc-maçonnerie, c'est quelque chose qui existe, c'est pas quelque chose qui sort de l'imaginaire. Aujourd'hui, j'ai envoyé des messagers à travers tout le pays. Dans chaque ville, dans chaque village, ils emportent ce décret. J'impose à l'Égypte une tâche qui serait impossible dans tout autre pays au monde. Sur les sables du désert, vous bâtirez une pyramide. Ce sera un édifice plus grand que tout autre sur la surface de la Terre. Cette pyramide sera mon lieu de repos pour ma vie future. Après, l'importance que ça peut avoir, ça, moi, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que quand ils sont tous dans un bureau à discuter ou dans un café à discuter, ça pose la question de savoir s'il y a une indépendance dans les médias. Par exemple, quand on voit des personnes du gouvernement qui vont boire un café avec ceux qui dirigent les médias, bon, est-ce que c'est vraiment indépendant? Je sais pas. C'est pas à moi de le définir. Mais le complot, dans ces cas-là, on peut dire, par exemple, Emmanuel Macron qui dit qu'il y a une ingérence russe dans le mouvement des Gilets jaunes, alors que c'est son propre garde du corps, Benalla, qui signe des contrats avec la Russie, enfin des oligarques russes, et qui fait récupérer son coffre-fort par un ancien militaire russe. Bon, le complot, je pense pas que ce soit moi qui le fasse, quoi. Oui, voilà, on en a une nouvelle définition du complot. C'est à partir du moment où on se pose la question et qu'on remet en doute, on devient complotiste. Donc, Captain, try to find out what's happening. But remember, they're not terrestrial spaceships. That is, if they are spaceships. J'ai rencontré Marlène Schiappa parce que j'avais une question assez précise à lui poser. Mais je vais pas vous mentir, l'interview ne s'est pas très bien passée. Je vous ai répondu clairement, je vais vous répondre une 38e fois et puis après on va arrêter là si vous voulez bien. De quoi je voulais lui parler? Eh bien de ce compte Twitter avec Marlène Schiappa. Mais alors, pourquoi ce compte m'intéresse? Eh bien parce qu'il est présenté comme un compte de soutien, c'est-à-dire qu'il serait tenu par des militants qui défendent son action. Et je rappelle que le vrai compte officiel, c'est celui-là, et il s'appelle tout simplement Marlène Schiappa. Sauf que nos collègues ont fait une petite enquête, et c'est vrai que lorsqu'on regarde d'un peu plus près ce compte, on a du mal à croire qu'il soit tenu par des bénévoles. Par exemple, vous avez ici deux tweets. À gauche, le compte de soutien qui publie une photo, et une heure plus tard, le compte officiel qui publie exactement la même photo. Et puis ce compte de soutien publie aussi des photos qui ressemblent à ça. Là, on voit clairement que la personne qui prend la photo est au premier rang. Et pour pouvoir s'approcher autant, ça veut dire que le militant est vraiment très proche de la secrétaire d'État. Étrange. Mais alors, qui prend ces photos? Eh bien, en réalité, ce sont tout simplement des membres de son cabinet. C'est ce qu'on voit par exemple sur cette photo. Ici, c'est Mathieu Pontécaille, un chargé de mission auprès de la secrétaire d'État, qu'on voit prendre une photo dans l'hémicycle. Bref, ce qu'on sait, c'est que ce compte est alimenté par des éléments de langage et des photos qui viennent directement du cabinet de Marlène Schiappa. Et puis on peut même se demander si finalement, avant que l'enquête ne soit publiée, ça n'était pas tout simplement un membre du cabinet qui publiait lui-même ces informations sur Twitter. Très clair dans ma réponse. Le problème avec utiliser un compte qui se présente comme un compte de soutien alors qu'en fait c'est un compte qui est administré par des gens dans votre cabinet, donc un compte officiel. Je viens de vous dire qu'il n'est pas administré par les gens de mon cabinet. Donc ça, vous me l'affirmez. Vous me posez 37 fois la même question. Non mais là je vous réponds 37 fois la même chose. Vous me dites, si vous me dites, ce compte-là n'est pas administré par quelqu'un de mon cabinet et je vous l'affirme, moi je vous entends, c'est ce que vous me dites. Alors moi ce que je vous dis, je vous ai répondu clairement, je vais vous répondre une 38e fois et puis après on va arrêter là si vous voulez bien. Je sais qu'il y a des gens de mon cabinet qui sont en contact avec les gens qui animent ce compte, qui leur envoient des photos, qui leur adressent des éléments de langage. Ça s'appelle faire de la politique, ça s'appelle faire de la communication politique sur les réseaux sociaux. Moi j'ai pas envie de réponse, je suis désolé. Je vais vous répondre. Je ne sais pas précisément qui sont les noms des personnes qui sont derrière. Ce que je sais, c'est qu'il y a effectivement des gens de mon cabinet qui peuvent adresser des photos, qui peuvent adresser des éléments de langage à ce compte de soutien. Que ce soit des soutiens qui utilisent des éléments de langage de quelqu'un d'un cabinet, ça me semble tout à fait normal. Par contre, il y a une forme de mensonge si on le fait soi-même. Mais vous me dites que c'est pas le cas. Un de mes conseillers qui était déjà engagé dans la campagne et déjà engagé avec moi avait créé ce compte
compte avant d'en passer le relais à des militants. C'est normal de défendre son On bilan, a mais en tout cas, on avait dit un quart d'heure, ça fait pas de 25 problème, minutes. c'est fini. On a épuisé notre temps. C'est fini, il n'y a Merci aucun à problème, vous. je vous remercie. Ma question, c'est qui finance les violences, qui finance les casseurs? Je n'ai pas demandé, moi, d'avoir la liste des donateurs. Quand on La entend ce que vous dites précisément, c'est j'aimerais bien savoir qui a payé. Non, la question ce que je dis, c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire, je pose cette question. Je dis ça exactement en ces termes. Je dis qui a donné. Et par exemple, le fait de savoir si oui ou non, il y a des puissances étrangères qui financent les casseurs et les violences urbaines dans Paris, c'est intéressant, notamment eu égard aux positions de certains responsables italiens. La main de la Russie et donc à un moment ou un autre de Vladimir Poutine, Monsieur Pitou Foutou. Vladimir Pitou Foutou. Poutine a été très largement évoqué, notamment dans les arguments totalement délirants qui étaient utilisés lors de la campagne pour le Brexit au Royaume-Uni. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez qu'ils peuvent être aussi des agents d'influence d'une façon ou d'une autre dans le mouvement du Gilet jaune? Est-ce qu'on peut se permettre de retenir cette idée? Oui, bien sûr, oui, des fake news, notamment en provenance de Russie. Pas seulement d'ailleurs pour la Russie. Je pense qu'aujourd'hui, un Trump qui a été tout de même assez déçu par Emmanuel Macron, qui a tenté de le convaincre à plusieurs reprises sur le dossier iranien, sur le dossier du climat, etc., aujourd'hui est extrêmement satisfait de voir ce président un peu trublion. La main de la Russie et donc à un moment ou un autre de Vladimir Pitou Foutou. Vladimir Poutine. Dans ce cas-là, moi aussi, j'assume d'être complotiste et je pense qu'on l'assume tous. Et je remets en oui, question, on ne prend pas tout comme argent comptant et oui, on se pose des questions et c'est bien parce que ça, on se pose des questions qu'on se cultive et qu'on recherche davantage. Si je peux ajouter un mot sur le complotisme, vous savez, on se rend compte que... Toi, tu fermes ta gueule, merci. Mais oui, c'est clair. Mais qui est ce Jonathan? Cherchons-le sur Google. Oh, le voilà. Il est jaune, mais qu'est-ce qu'il attend? Quelle bonne question. Qu'est-ce qu'un homme jaune peut-il attendre? Un homme jaune est un asiatique et la Corée du Nord est un pays asiatique et qu'est-ce que la Corée du Nord attend? Exact. D'avoir l'arme nucléaire. Donc Jonathan attendrait d'avoir l'arme nucléaire, mais dans quel but? Allons voir ça de plus près. Si Jonathan attend d'avoir l'arme nucléaire, c'est pour détruire les centrales nucléaires des autres pays, qui ne sont pas asiatiques, pour recréer Hiroshima et Nagasaki et donc rendre les gens mutants, et certains deviendraient jaunes à cause de la pollution, et comme Jonathan est jaune donc cela signifierait qu'il est aussi un mutant, mais donc les mutants sont donc supérieurement intelligents, et donc peuvent plus facilement détruire la planète, et quelle est la grande différence entre les occidentaux et les orientaux? Exact, le nombre, et les plus nombreux sont les asiatiques. Et où se passe la vidéo? Exact, dans un stade. Plus précisément un stade de football. Et oh, regardez ça, un code barre, et si on le déchiffre, qu'est-ce que cela donne? Exact. 04072017. Et regardez ça, la vidéo a été mise en ligne le 4 juillet 2017. Donc la femme ici est complice du complot, et que représente le 4 juillet? Le jour de l'indépendance des États-Unis, et qui le président des États-Unis exact Donald Trump, et donc Jonathan serait en réalité Donald Trump et ce petit son acolyte, et, oh, attendez, nous n'avons pas fait de maths. Le petit se nomme Jules, Jules comporte 5 lettres, et 5 fait 2 plus 3 qui est égal à racine de 4 plus racine de 9 est égal à racine de 2 facteur de 1 plus 1, plus 2 fois racine de 2,25, est égal à 2 fois l'intégrale de 0 à l'infini de racine de 2,25 x fois exponentielle de moins x dx, or l'intégrale représente une r égale à ça égale à 5, et où nous a mené ce calcul? À rien. Or rien plus 5 égale 5 et Jonathan contient une lettre et 8 moins 5 égale 3, et le logo des Illuminati à 3 côtés donc. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend est un Illuminati confirmé. Je recommande chaleureusement la lecture de ce livre qui est décapant, courageux, puissant, extrêmement, qui se lit, qui se relit. Il faut le scanner. Jean Bricmont, le citer. La République, des censeurs. Une mine, c'est un vrai bon livre. Sur le aux éditions de Lerne. Ouais. Avec et puis, un H. Tim Shex en Syrie fait un travail remarquable sur la réinformation, la désintoxication sur ce qui nous, les informations de guerre, sur la propagande de guerre. On est assez loin de la démocratie directe parce qu'évidemment le problème c'est que là il n'y a même pas la démocratie indirecte. Je veux dire, c'est la CIA, c'est les pouvoirs. C'est là où peut-être on n'est pas tout à fait sur un longueur d'onde, Étienne et moi, c'est que évidemment
ce que tu proposes est très bon, mais les forces auxquelles on s'oppose ne sont même terribles, pas sont celles terribles. des élus et des parlements. C'est des élus, parce que des mecs qui sont pas élus, la bureaucratie européenne n'est pas élue, donc le problème des élus, si le pouvoir était entre le main des élus, ce serait déjà pas si mal comparé à ce que c'est, on a un pouvoir de gens qui sont pas élus. Oui. Et donc le problème des élus, comme délégation, et en fait, je suis d'accord avec tous tes arguments, c'est pas ça, mais il y a une autre couche qui est celle de l'état profond. L'état profond, ce que Scott appelle l'état profond. Moi, j'aime pas cette expression parce que qui est la pire couche. Enfin, je sais pas si elle est mais c'est vachement bien le travail de Scott, le Canadien, là, est remarquable remarquable sur l'état profond. Bah, c'est un mot, il faut bien donner un nom, hein. C'est-à-dire que c'est un état occulte et qui est pas du tout sous contrôle. Pas du tout sous contrôle. Moi, je dirais l'état permanent, pour reprendre. Et oui, mais ça échappe complètement au contrôle. Et vraiment, c'est des pouvoirs dont on a tout à craindre, dont on a à craindre les abus. Bon, en tout cas, constitution. On arrête. Je vous le dis, très gentiment, on arrête. Emmanuel Macron a été élu grâce aux francs-maçons, à la franc-maçonnerie. On arrête. Je vous le dis très gentiment, mais je ne peux pas, je suis trop limité pour ça. Je suis trop bête, d'accord? Donc vous devez en tenir compte, mais on arrête. Par exemple, BHL ne devrait pas être libre de traiter Chouard d'antisémite. Précisément dans son spectacle, il accuse Ruffin d'être proche de l'antisémite Chouard. Donc c'est une accusation contre Ruffin indirectement, avec en plus la culpabilité par association. Bon. Ce qui est terrible. En plus, Ruffin a dit oui, non, je suis pas si proche de Chouard, etc. Donc, ça marche. C'est un truc qui marche, c'est une accusation qui marche. Parce que dès qu'on a dit qu'il était antisémite, on veut même pas dire qu'on est proche de lui, au lieu de dire qu'il n'est pas antisémite. Donnez-moi une preuve qu'il est antisémite. Moi, je me rappelle qu'une fois, j'avais écrit un très court texte. J'avais dit, quand on accuse des gens d'antisémitisme, il faut définir ce que c'est. 2, on peut dire c'est la haine des Juifs, mais il faut prouver que les gens sont antisémites sur la base d'écrits. Et 3, il faut laisser les droits à la défense, qui est pratiquement impossible dans le tribunal de l'opinion publique. Et c'est très amusant parce que j'ai envoyé ce texte à quelqu'un qui m'a immédiatement répondu que si on pouvait signer de façon anonyme, beaucoup de gens signeraient. Je trouvais ça très comique comme réponse. Par exemple, l'histoire de Charlie Hebdo, c'est la même chose. C'est un assassinat, c'est illégal. Dire que c'est une question de liberté d'expression, c'est comme comparons en disant si vous êtes libéral, vous pouvez être contre les nationalisations, vous pouvez dénationaliser, mais vous pouvez pas être contre le vol. Le vol est déjà illégal. Vous pouvez pas être contre l'assassinat de Charlie Hebdo, c'est déjà illégal. Évidemment, on est contre, mais c'est pas une atteinte à la liberté d'expression parce que la liberté d'expression l'atteinte est faite par l'État. Il faut bien comprendre ça. Donc évidemment, c'est criminel, c'est horrible, c'est pire si vous voulez, mais conceptuellement, c'est différent parce que c'est illégal. Alors l'autre question, évidemment, ce que tu poses avec les médias, c'est l'égalité des armes dans les débats. Et là, l'égalité des armes dans les débats, entre les gens qui sont pro et anticapitalistes, entre les gens qui sont pro-guerre et anti-guerre, les gens qui sont pro-OTAN et anti-OTAN, les gens qui sont pro ce qu'on appelle américain, disons, pro-politique américaine et anti, là, l'inégalité des armes dans les débats est totale. Et donc là, c'est un problème
qui n'est pas celui de la liberté d'expression, parce que dans mon coin, je peux encore plus ou moins dire ce que je veux, donc je ne touche pas le guesso, mais bon. Mais n'empêche, là, il y a la question de l'égalité des armes dans les débats. Et puis finalement, il y a un troisième point qui est très important et qui a été la remarque qu'a faite Elisabeth Lévy, soi-disant dans notre culture, on a la capacité d'autocritique. On l'a eu dans le temps, mais aujourd'hui, je suis pas sûr qu'on l'a. Et ça, c'est la capacité de la libre pensée. La libre pensée, ce sont les gens qui argumentent contre la majorité, contre la version officielle, comme on dit, pour diaboliser les conspirationnistes. Moi, je suis pas conspirationniste, mais je veux dire, il y a Galilée était conspirationniste. Il croyait pas que la Terre tournait autour du Soleil. C'était le consensus, c'était la théorie officielle de l'époque, si on veut, pour faire de l'ironie. Darwin était dans le sens où on diabolise maintenant tous les gens qui vont contre le consensus. Alors, je vais donner quelques exemples qui me paraissent particulièrement pertinents, où les gens qui vont contre le consensus avaient raison. On peut remonter à la guerre de 14, mais on peut remonter à la guerre du Vietnam, avec l'affaire de l'incident du golfe du Tonkin. Il y avait un congressiste ou un sénateur qui a voté contre la guerre parce qu'il était sceptique sur l'histoire qui s'était passée. Maintenant, on sait que c'est pour le moins beaucoup plus compliqué. Il y a la guerre en Irak, où au moins aux États-Unis, il y avait très peu de contestation d'histoire des armes de destruction massive en Irak qui était de nouveau faux. Il y a la guerre en Syrie. En 2013, ça a été évité de justesse, mais il y avait l'idée d'une ligne rouge qui ferait que les Américains iraient bombarder la Syrie si des armes chimiques étaient utilisées. Je tiens à votre disposition, je l'ai pas amené ici, un rapport de professeurs du MIT, spécialistes en balistique, qui disent cette attaque-là, on parle pas d'autres attaques au gaz, mais cette attaque-là n'a pas pu venir du camp gouvernemental, mais plutôt du camp rebelle. Alors, j'imagine pas des professeurs du MIT spécialistes dans ce domaine, se tromper parce que c'est pas une question très compliquée, et deux, mentir pour faire plaisir à Assad, auquel cas il serait traîné dans la boue dans toute l'université américaine. Mais la loi Pleven de 72, qui réprime l'incitation à la haine, parce que précisément la notion d'incitation à la haine est tellement vague, qu'est-ce que c'est que la haine exactement, et que la grande erreur, c'est qu'on a donné aux associations qui s'autoproclament antiracistes le droit de poursuivre ou d'initier des poursuites. On ne laisse pas ça au parquet. Le parquet, il dirait, il a autre chose à faire, il y a des cambriolages, il y a toutes sortes d'autres problèmes, des émeutes, les gilets jaunes. Enfin, il aurait d'autres chats à fouetter que d'aller poursuivre des gens. Il a des gilets jaunes à fouetter en ce moment. Oui, c'est ça, mais il a d'autres chats à fouetter. On a même les textes. Hein. Il a d'autres chats à fouetter. Et les directives oui, mais je ne veux pas défendre le parquet, mais certainement il a d'autres choses à faire que d'aller chercher une phrase de Ciné, ou des trucs, ou de Mermet, ou de Morin, etc. Mais les associations, et là, ça c'est une chose qu'Elisabeth Lévy, évidemment, n'aurait pas voulu entendre, n'aurait pas voulu dire, c'est que quand elle dit que la répression vient d'en bas, elle a raison, mais en bas, tout le monde n'est pas égal. Tout le monde n'est pas égal. Quand Oriana Fallaci, je vais donner cet exemple, qui est une polémiste italienne qui maintenant est morte, mais avait écrit La rage et l'orgueil, qui était un livre évidemment très on va dire islamophobe pour simplifier, mais bon, dans ce livre, elle dit les musulmans se multiplient comme des rats. Elle dit ça. Elle a fait la première page de l'Express, ou je sais plus si c'est l'Express ou le Point, un des deux, la femme qui ose défier l'islam. Mais si pour un groupe juif religieux qui fait beaucoup d'enfants, vous dites ces gens se multiplient comme des rats, vous ferez pas la couverture de Rivarol. Et le problème, c'est deux poids, deux mesures constants. Je pourrais donner beaucoup d'exemples. Mais c'est vrai que tous les news magazines, quand on regarde la plupart des news magazines français, c'est vrai que l'islam, les unes sur l'islam, ça fait vendre probablement, mais il y a énormément de unes qui sont hostiles à l'islam. L'islam radical, qui sont les barbus, enquête au cœur de l'islam, le salafisme, etc. C'est vrai que oui, mais les fils d'Allah, ça c'est le mot qu'utilise Oriana Fallaci, c'est pas les djihadistes, les fils d'Allah, c'est des gens qui sont musulmans. Il y a 1,5 milliard. Bon, alors sur le djihadisme, je voudrais quand même faire une remarque. S'il y a 0,1% de fanatiques dans un groupe, je pense que c'est pas beaucoup. Mais sur 1,5 milliard de gens, de musulmans, bon, à peu près 1 milliard, 1,5 milliard, ça fait 1 million, 1,5 million de fanatiques. 1,5 million de fanatiques, ça peut faire beaucoup de mal. Et donc, ça donne évidemment un peu l'ordre de grandeur de tous ces groupes djihadistes fanatiques qui existent. L'immense majorité des musulmans, même quand ils sont bigots, il y en a qui sont très bigots, mais il faut distinguer la bigoterie et le fanatisme. Les gens qui sont bigots, mais ils ne font pas de mal à une mouche. Ça a été la même chose chez les catholiques. Et donc, c'est une chose qu'il faut... Mais, par exemple, je voudrais encore citer juste un petit texte. Bon, je ne vais pas dire l'auteur tout de suite, mais je vais donner le texte d'abord. Si l'on regarde une carte du monde en allant vers l'Est, au-delà des frontières de l'Europe, c'est-à-dire de la Grèce, le monde démocratique s'arrête. Donc l'Inde, on en trouve juste un petit confetti avancé au Moyen-Orient, c'est l'État d'Israël.
Après, plus rien jusqu'au Japon. Entre Tel Aviv et Tokyo, règnent des pouvoirs arbitraires dont la seule manière de se maintenir est d'entretenir, chez des populations illettrées à 80%, une haine farouche de l'Occident en tant qu'il est constitué de démocratie. Philippe Val. Bravo. Mais d'ailleurs, c'est cité à l'époque par le plan B qui a disparu. D'abord, évidemment, il y avait les 3 pays au monde, il y avait plus de 80% n'étaient pas situés entre Tel Aviv et Tokyo. Mais c'est quand même extraordinaire. Je veux dire, ça, c'est évidemment, on m'a dit c'est pas raciste. Alors j'ai cité ça dans un débat, on m'a dit c'est pas raciste. Non, c'est pas raciste. C'est l'incitation, la haine je l'appelais la haine anti-tiers-monde. C'est-à-dire, tous ces pays qui nous sont hostiles, bien que l'Inde, je sais pas s'ils nous sont hostiles, mais tous ces pays, par définition, nous sont hostiles, parce que ce sont des pays non alignés, sont des pays du tiers-monde, sont des pays pauvres, etc. Et ces gens-là sont des fanatiques qui nous détestent, non pas pour le colonialisme, non pas pour l'impérialisme, non pas pour les guerres, non pas pour le pillage des ressources, rien. Parce que nous sommes des démocraties. Je veux dire, c'est délirant. D'accord? Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord pour dire, qu'il n'y a pas de liberté d'expression, parce que pour lui, il y a une liberté d'expression totale, il n'y aurait jamais de poursuite. Pour Oriana Fallaci, il n'y a pas de liberté, il y a une liberté d'expression totale. Et il y en a aussi, je sais pas, je vais encore donner un exemple d'un auteur que Elisabeth Lévy aime bien, mais malheureusement elle n'est pas là. C'est notre ami Finkielkraut. Il dit, je suis né à Paris, je suis fils d'immigrants polonais, mon père a été déporté, etc., est rentré d'Auschwitz en France. Alors il dit une phrase que je trouve extraordinaire. Il dit, ce pays, donc la France, mérite notre haine. Ce qu'il a fait à mes parents était beaucoup plus brutal que ce qu'il a fait aux Africains. Qu'a-t-il fait aux Africains? Il n'a fait que du bien. Bon, alors il a été attaqué là-dessus. D'abord dire qu'il n'a fait que du bien, même si on dit que le colonialisme a un bilan globalement positif, que du bien, ça veut dire qu'il n'y a même pas eu une petite ratonnade, pas un petit massacre, rien du tout, pas un dommage collatéral. Ça, déjà, l'expression est absurde. Je veux dire, la liberté d'expression est totale pour Finkielkraut. Évidemment. Et alors, ce qui m'énerve aussi chez lui, c'est un philosophe. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce pays? Et ça, c'est un des trucs qui est central dans ce que j'appelle la religion de l'Holocauste. C'est ce pays mérite notre haine. C'est quoi ce pays? C'est les collaborateurs à l'époque, les collaborateurs allemands à l'époque. C'est l'ensemble des Français de l'époque. C'est l'ensemble des Français pour les siècles des siècles. C'est quoi? Pays, c'est une abstraction. Un pays ne peut pas aimer ou ne pas aimer un pays. On aime des gens et donc les habitants du pays. Est-ce que les habitants de ce pays doivent payer ou porter la culpabilité de l'Holocauste pour les siècles des siècles? Monsieur Estrosi, bonjour. Bonjour. On a vu des gilets jaunes faire des quenelles à Nice, un peu partout. Est-ce qu'il serait pas temps de monter des camps de concentration pour gilets jaunes? Où on envoie tous ces gens-là en camp de redressement et je sais pas, et on fait quelque chose d'eux. Les Niçois, après tout, ont voté pour vous parce qu'ils voulaient que vous ayez plus de poigne que Himmler. Vous me parlez de quenelles. J'ai déjà les quenelles. D'où l'idée des camps de concentration pour gilets jaunes. Ce qui est implicite dans ce genre de proposition et qui est en pratique évidemment utilisé par tous les spécialistes de la mémoire. Il y a un tournant raciste. Ce tournant raciste, il est incarné par sioniste, Alain Finkielkraut, sale juif, les gaz lacrymogènes n'étaient pas du Zyklon B. Vous l'avez traité de rejoint, hein. C'est la raison pour laquelle on était là. J'ai présenté des excuses. J'ai présenté des excuses. On est là. Pour moi, effectivement, le mouvement est fini. Fini depuis longtemps. En fait, étonnamment, j'y viens. Étonnamment, depuis l'apparition d'Alain Finkielkraut, dont les pouvoirs sont étonnants. Non, laissez-le. Non. Abdelraouf Dafri, laissez-le terminer. Laissez-le terminer. Non, laissez-le terminer. On vous écoute, Alain Finkielkraut. Il y a un moment.
on arrête. Je vous le dis, très gentiment, on arrête. Alain Finkielkraut, quand il est apparu à Nuit debout, il a tué...